Bienvenue à cette présentation sur O2 et OpenID Connect. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Déjà, ce qui est important de savoir quand on parle d'authentification et d'habilitation, c'est la différence entre les deux notions. L'authentification, c'est le fait de s'assurer qu'une personne est bien ce qu'elle prétend être. Exemple, vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « je m'appelle Bob ». Si vous ne le connaissez pas, vous allez lui demander confirmation. C'est important de savoir que la personne qui est en face est bien la bonne personne en question et vous allez devoir demander des éléments pour confirmer ça. Une habilitation, c'est un ensemble de règles qui définissent ce que l'on a le droit de faire. Alors, exemple, pouvoir voir ses photos ou pouvoir voir ses contacts. Ce sont des habilitations. On peut avoir ou pas le droit de voir l'un des deux, les deux ou seulement une partie. On ne peut pas faire d'habilitation sans authentification. Si vous avez quelqu'un qui se pointe et qui vous dit « Salut, je suis Bob et puis je voudrais voir mes photos », si ce n'est pas réellement Bob, même si Bob a le droit de voir ses photos, vous avez besoin de vérifier que c'est bien lui pour pouvoir lui montrer ses photos. Un dernier élément que je veux montrer ici, c'est la notion de délégation d'habilitation. Si vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit je suis Bob » et la reine a dit que je pouvais voir ses photos. Alors, très bien, mais c'est quand même un peu bizarre, qu'est-ce qui me le prouve? Par contre, si vous avez la reine qui se pointe et qui vous dit « Bob a le droit de voir mes photos » et ensuite Bob qui arrive dans la foulée qui vous dit « je voudrais voir les photos de la reine », bah là vous allez le croire. Ce qu'on va voir, c'est comment faire dans nos applications pour faire en sorte de mettre en place ça de manière sécurisée avec OAuth et OpenID Connect. Détaillons le cas d'usage. Admettons que vous ayez un site qui s'appelle cartesdevœux.com, je ne sais pas si ça existe, sans doute, qui permet d'envoyer des cartes de vœux à tous vos contacts. Donc vous lancez le site et vous avez quelque chose comme ça qui s'affiche, qui vous dit « Ah, c'est super, je vais me charger pour vous d'envoyer une carte de vœux à tous vos contacts. » Je propose d'aller récupérer vos contacts. Donc là, j'ai dit Google, mais ça pourrait être Facebook, Twitter ou ce que vous voulez. Et donc pour ça, j'ai besoin de votre mot de passe, de votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Google pour pouvoir récupérer les informations en question. Le mec est quand même sympa parce qu'il nous dit « Promis, on ne va pas les garder et on va s'en servir juste pour regarder vos contacts. » Alors, il y a plusieurs problèmes là-dessus. Le premier problème, c'est qu'en donnant son nom d'utilisateur et son mot de passe Google, en fait, on donne un accès à l'ensemble de son compte de manière illimitée, pas seulement aux contacts. Un deuxième problème, c'est que, en fait, on n'a aucune garantie que ce site-là ne va pas stocker nos identifiants pour les utiliser plus tard. Ces identifiants ne sont pas limités dans le temps. Alors, on pourrait pourriez changer votre mot de passe juste après, mais bon, c'est un peu fastidieux, surtout si on doit le faire sur chaque site, c'est déjà chiant de retenir un mot de passe. Et puis alors, cerise sur le gâteau, vos identifiants vont passer en clair, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est en HTTP, donc en fait, vos identifiants Google vont se balader en clair sur le réseau. Alors en fait, ce qu'on voudrait, c'est plutôt quelque chose comme ça, et c'est d'ailleurs des choses comme ça qu'on voit aujourd'hui, avoir un bouton qui permet de se connecter sur le site en question, et puis il se passe des choses et finalement, cartesdevœux.com va pouvoir aller récupérer nos contacts suite aux différentes manipulations qu'on va faire. Voilà, en cliquant sur le bouton, on va sur le site de Google. Alors, encore une fois, j'ai pris Google par exemple, hein, mais ça marche avec n'importe quel fournisseur de données. Et on voudrait faire en sorte que Google envoie les contacts auprès de cartesdevœux.com. Si en plus le protocole est standardisé, en fait, ce qui marche pour Google va fonctionner avec d'autres boutons et on va pouvoir comme ça multiplier le nombre de fournisseurs de données candidats. Pour mettre ça en place, en fait, c'est O2 qu'on va utiliser. Alors j'ai mis un gros arc-en-ciel et des petits nuages parce que ce protocole est franchement une merveille, un bijou de réalisation. Et on va voir pourquoi. Tout d'abord, on va avoir besoin de définir un peu de vocabulaire. En fait, quand vous avez peut-être déjà cherché à mettre en place ça sur vos applications et vous avez sans doute vu tout un tas de tutos ou de posts ou de réponses à des questions sur Stack Overflow où en fait tout le monde dit tout et n'importe quoi et on mélange tous les termes. Donc là, on va essayer de reposer ça et de définir notamment la différence entre OAuth et OpenID Connect. Là, on parle de OAuth. On a une première personne, c'est l'humain, moi, alors vous, la personne derrière le clavier, il est propriétaire de l'information. Il est propriétaire des informations qui sont certes sur les serveurs de Google,
mais les contacts qui sont sur les serveurs de Google sont bien à vous. Donc c'est pour ça qu'on parle de Resource Owner. Vous avez ensuite un navigateur Internet, le site sur lequel vous allez aller qui requiert vos données, enfin qui va demander vos données, et donc du coup il va agir en tant que client de la ressource. Pour pouvoir adresser la ressource, on va avoir besoin de s'authentifier, et donc on va adresser ce qu'on appelle un Authorization Server, et cet Authorization Server va nous donner des éléments pour pouvoir ensuite adresser l'API. Là, ça s'appelle un Resource Server. Parfois, ces éléments sont fusionnés, c'est-à-dire qu'en fait, on n'en voit qu'un. L'Authorization Server et le Resource Server sont implémentés au sein d'un même service. Généralement, sur les grandes API, ce sont des services distingués, et donc on va les distinguer dans la suite de la présentation. Alors, on a plusieurs méthodes d'authentification, aussi appelées flow, pour pouvoir initier la connexion et le partage de données. Là, j'en cite 4. Il y a l'Authorization Code Flow, le Password Credential Flow, l'Implicit Ground Flow et PKCE Flow. Très simplement, Password Credential, vous allez avoir vos identifiants qui vont se balader auprès du client. Donc, c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser pour faire du machine to machine. L'implicit grant, il devient désuet parce qu'en fait, c'est un authorization code qui est simplifié et qui est moins sécurisé. Donc en fait, beaucoup de fournisseurs vont vous refuser l'implicit grant ou vont vous proposer de le désactiver si c'est vous qui implémentez l'Authorization Server. Et le PKCE, c'est on va dire, du plus spécifique si vous faites des applications mobiles. Alors nous, on va plutôt s'intéresser du coup à l'Authorization Code. C'est le plus utilisé, donc c'est celui-là qu'on va chercher à utiliser. J'essaye de mettre tout le temps en permanence le navigateur Internet à gauche et puis les différents éléments sur la droite. Donc on a notre fameux bouton, la personne va cliquer dessus. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a une requête qui va partir vers le serveur client. Le serveur client va initier le flow authorization en envoyant une 302. C'est-à-dire qu'en fait, il va rediriger le navigateur de la personne vers le fournisseur de données. Et donc pour ça, en fait, il ne va pas le rediriger sans rien. Il va fournir un certain nombre de paramètres. Le client ID, donc là, je l'ai appelé arbitrairement carte 2V, mais c'est le fournisseur de données qui va vous générer cet identifiant. C'est souvent un GUID quand vous adressez Google ou Microsoft par exemple. Vous allez donner une redirect URI. La redirect URI, c'est l'URL vers laquelle le serveur d'authentification va rediriger le navigateur une fois que l'authentification se sera bien passée. Un état, alors là j'ai mis un GUID, mais c'est un texte, ça peut être n'importe quoi. C'est quelque chose qui va servir au serveur client pour pouvoir retrouver ses petits quand on va revenir plus tard. Donc c'est un texte, vous mettez ce que vous voulez dedans. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'il faut le vérifier. Il faut vérifier que cet identifiant-là matche bien, c'est-à-dire que l'Authorization Server va vous le renvoyer pour pouvoir pallier notamment à certaines failles comme du XSRF par exemple. Et enfin, le ou les scopes. Donc là, j'ai mis contact. C'est peut-être pas contact, c'est peut-être book, adresse book ou contact sans S ou autre chose. C'est pas forcément normalisé, il y a un certain nombre qui sont normalisés, mais ça peut être ce que vous voulez. Hein. Et donc tout ça est envoyé dans l'URL. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait on se retrouve sur le site de Google, cette fois-ci. Hein. Donc c'est bien Google qui a créé cette page et qui est responsable de sa sécurité, de sa mise en œuvre, de sa décoration. Et on retrouve en haut là, et ben en fait, nos paramètres qui sont, on va dire en clair, bon, c'est en HTTPS, c'est visible par l'utilisateur. L'utilisateur va voir ça et pourrait, s'il est malin, venir trifouiller potentiellement ces éléments. Donc là, la personne s'authentifie, met son petit user mot de passe, ça qui, espérons, est bon. Et donc s'il est bon, vous allez avoir une page dite de consentement où en fait l'Authorization Server va mapper les scopes demandés avec un libellé agréable à comprendre par un humain, des icônes, ce qu'il veut. Et donc là, ça va se traduire par quelque chose comme ça. Bon, c'est pas la vraie, hein, je l'ai refaite, mais là, on a le nom du client qui demande accès à vos données, les données qu'il demande, et est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Ça ressemble fortement à ce que vous avez sur Android, par exemple, lorsque vous installez une application. Voilà, je veux adresser l'appareil photo ou pas, est-ce que vous êtes d'accord?
Donc là, c'est pareil, vous donnez le droit d'accès à un certain nombre d'éléments. Alors là, il n'y en a qu'un. Potentiellement, s'il y en a plusieurs, vous pourriez choisir de dire bah oui, je veux bien qu'il accède à mes contacts, mais pas à mon mail, par exemple, ou à mon calendrier, s'il a demandé trop d'autorisation. Donc là, la personne clique sur oui, et on se retrouve, donc là, Google nous redirige vers la redirectory qu'on avait renseignée précédemment. On adresse du coup ce site-là, cartedevœux.com. Le navigateur charge ce site avec des éléments fournis par l'Authorization Server, donc qui sont visibles ici. Là. Alors quels sont-ils? On a deux éléments, on a un code et on a notre état de tout à l'heure. Le code, Google se l'est noté dans un coin. Il a noté que le code qui vous a attribué, il a une durée de vie. Donc là, j'ai mis 30 secondes, ça peut être 10 secondes, 1 minute, c'est généralement très faible, parce que ce code-là, justement, permet d'avoir accès à beaucoup de choses. Ce code est lié avec les scopes que vous avez demandé, et il est lié au client ID. C'est-à-dire que ce code-là n'est valide que pour le site cartedevœux.com. Donc si une personne malveillante arrive à intercepter ce code, en fait, il ne va pas pouvoir en faire grand-chose, on va voir pourquoi. Donc là, le navigateur adresse du coup le site en question et on fait une invocation sur la redirectory avec les paramètres précédemment renvoyés par Google. Donc à son tour, cartedevœux.com va adresser l'Authorization Server de Google et avec, une fois encore, un certain nombre de paramètres qui sont très fortement similaires au précédent. Le client ID, donc le même, un secret, donc c'est un mot de passe, en fait cette invocation-là, elle est sécurisée ou authentifiée à l'aide d'une basic auth, généralement, donc user mot de passe. Le type d'authentification qu'on demande, bon, c'est du paramétrage, donc là on fait un authorization code flow, les scopes qu'on a demandé et le code qu'on a donné précédemment. Donc là c'est intéressant parce qu'en fait le code en question, là, s'il a été intercepté par quelqu'un d'autre, en fait il n'y a que cartedevœux.com qui peut l'utiliser parce qu'il n'y a que lui qui connaît un secret qui a été partagé entre Google et le serveur en question, et le serveur client. Donc là, l'Authorization Server va regarder si le code matche bien le mot de passe, le user et les scopes, et si tout ça match, il va fournir ce que l'on appelle un access token. Alors, faisons une petite pause. Qu'est-ce que c'est qu'un access token? Un access token, c'est tout simplement du texte qui a une durée de validité. Donc l'Authorization Server définit combien de temps le token, quelle est la durée de vie du token, et qui donne accès à certaines ressources. Donc là, c'est la notion de scope. Et donc le client va utiliser, donc là, j'ai un superbe access token qui s'appelle Titi, pourquoi pas, c'est valide. Et donc, en fait, on va le passer. Donc là, admettons qu'on veuille récupérer mon info sur le site, sur le serveur. En fait, on ajoute un header HTTP authorization et on concatène l'access token avec un espace à côté de bearer. Et ça, c'est la norme pour utiliser l'access token pour faire l'invocation auprès du ressource serveur. Alors, on a différentes implémentations. Il y en a deux, deux plus connues d'un access token. Le premier, c'est un pointeur. Donc là, par exemple, un GUID, mais une fois de plus, ça peut être Titi. Et ce pointeur va servir à l'Authorization Server à retrouver les droits liés qui ont été fournis initialement. Lorsque vous êtes authentifié, l'Authorization Server va stocker quelque part. Donc là, j'ai mis vaguement une base de données, mais ça peut être un cache, un fichier, ce que vous voulez, une mémoire. Il va stocker dans une table l'access token, donc le texte, avec la durée d'expiration et les scopes que vous avez autorisés. Et donc quand les gens vont venir, les clients vont venir requêter votre API avec ce code-là, en fait l'API va aller vérifier, va aller interroger cette table pour vérifier que est-ce que le token n'est pas expiré? Est-ce que, et quel droit il donne? Et donc ça, à chaque invocation, donc il peut y avoir plusieurs types d'API, et il peut y avoir de multiples invocations
sur une même API. Donc ça peut être un goulot d'étranglement, cet élément-là. La deuxième implémentation, c'est ce qu'on appelle un JWT, un JSON Web Token, qui est normé à l'IETF. Ça ressemble à ça. Je vous avais pas menti, hein, c'est du texte. C'est un vrai jeton, mais j'ai changé 3 lettres dedans. Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez peut-être chercher les 3 lettres, mais vous n'y trouverez peut-être pas un. Donc notre jeton, en fait, alors je vais vous mettre un peu de couleur. En fait, c'est 3 parties. Une première partie toute petite, c'est ce qui définit l'algorithme de cryptographie qui est utilisé pour chiffrer le token en question. En noir, on a la payload, donc c'est-à-dire la donnée qui nous intéresse. Hein. Dedans, on va encoder les droits. Et en violet, on a la partie signature. Donc en fait, la payload est signée avec un algorithme de cryptographie. Hop, voilà, j'avais fait un schéma. Donc voilà, en noir, on a notre liste de claims, donc les identités. Et puis en violet, on va avoir du coup la signature. Alors, comment on construit un JWT? Donc on a notre serveur d'authentification qui muni d'une clé privée, donc la sienne, qui donne à personne. Il va, et puis de la payload qu'il aura générée, il va du coup chiffrer, il va créer l'élément que je vous ai montré juste avant. Alors, attention, un JWT, donc là, l'exemple que je vous ai montré, c'était sous forme base64, peut être décodé sans certificat. C'est-à-dire qu'en fait, votre jeton, enfin le code que je vous ai montré juste avant, vous le mettez sur un site web, sur jwt.io par exemple, pour pouvoir le déchiffrer, le décoder. En fait, vous allez pouvoir voir son contenu, mais en fait, vous n'avez pas la garantie que le contenu est légitime. N'importe qui peut créer un JWT valide syntaxiquement. Vous ne sécurisez rien si vous regardez simplement votre JWT. Ce qu'il faut regarder, c'est que la clé publique utilisée pour chiffrer le jeton match la signature du jeton en question. C'est-à-dire que seul, donc là, encore une fois, j'ai mis Google, seul Google, muni de sa clé privée, est capable de chiffrer le jeton. Personne d'autre ne peut le faire. Ils sont le seul à avoir ce jeton-là. Et donc, du coup, vous avez la certitude que c'est Google qui a émis ce jeton. Vous allez vérifier ça avec une règle mathématique avec le certificat public fourni par Google. Seulement une fois que vous avez utilisé la clé publique pour valider le certificat, seulement là, vous pouvez considérer le jeton comme légitime et du coup, c'est bien Google qui a émis ce jeton-là et c'est bien Google qui a donné des droits en question. Une autre notion qui accompagne souvent l'Access Token, mais ce n'est pas obligatoire, c'est la notion de Refresh Token. Souvent, ils vont de pair, hein, on vous fournit un Access Token et un Refresh Token. Et en fait, l'Access Token, il a une durée de vie assez faible, parfois de l'ordre de la minute. Les grands du marché mettent environ 1 heure en temps de vie. Puis au bout d'un moment, il expire et on ne peut plus s'en servir. Donc du coup, on va utiliser le Refresh Token pour aller redemander un nouvel Access Token auprès de l'Authorization Server qui vous a fourni le token en question. Et le cycle repart pour un tour. L'avantage, c'est que en fait, ça se fait en back-office et on ne perturbe pas l'utilisateur. Donc l'utilisateur ne repasse pas par une étape d'authentification user mot de passe. On économise ça en utilisant un Access Token. Ce n'est pas obligatoire, hein, vous pouvez être confronté à cette utilisation-là. Donc je ferme la parenthèse. Rappelez-vous, donc on en était là. On avait Google qui nous avait émis un Access Token suite à notre authentification. Donc cet Access Token, on va le stocker donc, là, en session, en mémoire, enfin voilà, quelque part chez vous, vous allez stocker ça lié à l'utilisateur en question. Et cet Access Token, vous allez l'utiliser du coup pour adresser l'API. Donc là, c'est vous qui allez choisir l'API que vous allez vouloir adresser. Donc si c'est des contacts que vous voulez utiliser, vous allez peut-être adresser, je ne sais pas, contact.google.com. Si c'est le calendrier, ce sera peut-être calendar.google.com. Ça peut être des URL différentes. Et vous allez fournir donc l'Access Token qui a été émis par authentification.google.com par exemple. Et donc là, vous allez récupérer, alors là je mets vos contacts, c'est-à-dire le contact de la personne qui vous a autorisé à récupérer ces contacts. Ensuite, du coup, le serveur carte de vœux récupère ces contacts et puis il permet d'afficher les contacts à l'utilisateur si on a envie ou faire d'autres choses. Alors, si on se met, donc là on a vu le point de vue client.
Si on se met du côté fournisseur de données, donc admettons qu'on soit Google, c'est aussi pour eux que ce protocole a été créé, et c'est aussi pour répondre à un certain nombre de leurs exigences. Et une première constatation, c'est que du point de vue de Google, cette chaîne-là est, on va dire, risquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui implémentons la sécurité sur ce canal de communication. On ne sait pas trop ce que les gens vont faire de ça. Est-ce que le navigateur est-ce qu'on ne va pas subir des failles de l'injection ou de l'interception de données? Donc ça, on considère cette partie-là comme étant risquée. Et l'autre partie, on va considérer comme moins risquée. Voilà, c'est quand même risqué. Il y a toujours un risque, mais on la considère moins risquée. Alors pourquoi? Donc on a passé un certain temps à monter une relation de confiance entre le ressource owner et nous. C'est-à-dire qu'en fait, le business de modèle de Google, de Facebook et autres, c'est bien la sécurité et la confidentialité de vos données. Alors il y en a qui arrivent mieux que d'autres, mais si Google perd vos données, c'est-à-dire en fait, tout à coup, n'importe qui peut voir vos photos, vos contacts, votre agenda et c'est ouvert à tous les vents, bah, vous allez peut-être vite partir et puis une bonne partie du business model de Google va disparaître. Donc pour mettre ça en place, nous on veut, le fournisseur de données veut entièrement gérer la partie authentification. C'est-à-dire que je ne veux pas déléguer ça à quelqu'un d'autre. Donc c'est bien nous, donc on a bien été sur le site de Google pour faire l'authentification. Donc là, ce lien entre le navigateur et l'authentification, bah, on le maîtrise et on le considère comme étant sécurisé. Le deuxième lien, c'est entre le client et nous. Là, on le sécurise aussi à l'aide d'un user mot de passe, c'est-à-dire que seul ce client-là va pouvoir nous interroger, n'importe qui ne peut pas nous interroger, et on a établi une relation de confiance un à un, pair à pair, entre le client et puis notre serveur d'authentification. Et enfin, on sécurise du coup nos API à l'aide de l'Access Token dont on a parlé tout à l'heure. Là-dessus, voilà, on peut dire que O2, c'est un peu un bijou. Pourquoi? Parce que du coup, ça nous permet de faire de la délégation d'authentification et d'habilitation. On peut choisir ce à quoi on veut donner accès. On a la notion de durée de vie de l'accès et la sécurité a été prévue au cœur du protocole, ça a été prévu lors de la conception. Alors pas de chance, O2 était hacké. Alors j'ai cherché des photos de hackers sur internet, on trouve toujours des mecs en hoodie qui font peur. Donc là, rassurez-vous, c'est un gentil hacker. Alors ça reste quand même très flippant, je trouve, comme image. Mais alors pourquoi et comment ça a été hacké? Donc admettons que vous ayez un super site.com et en fait vous ce que vous aimeriez, c'est que les gens ils créent des comptes sur votre site parce que vous allez pouvoir enregistrer des préférences, enregistrer des paniers, pouvoir suivre vos clients. Et donc vous avez mis un super bouton créer un compte, mais les gens ne viennent pas. Alors on peut mettre des petites étoiles, vous essayez de les faire tourner, mais les gens ils viennent pas. C'est un long formulaire, long et chiant, avec un user, un mot de passe, comment vous vous appelez, votre adresse, machin, etc. Donc ça marche pas trop. Et en fait, il se trouve que vous avez un super protocole bijou là, qui s'appelle O2, qui permet justement d'interagir avec plein de fournisseurs de données qui ont justement directement, eux, des comptes chez vous. Enfin, les utilisateurs ont des comptes chez ces personnes-là. Et donc, en fait, on va utiliser ça. Sauf que, pas de chance, en fait, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas normées. Donc, autant l'interaction pour pouvoir accéder aux données est normée, par contre, l'API, elle, n'est pas normée. Que ce soit en termes d'URL ou en termes de format de l'API. Et donc, c'est comme ça que OpenID Connect est né. Alors, j'ai cherché une photo de poussin, mais bon, c'est une poule. OpenID Connect, c'est du coup O2 plus API, plus une API, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Reprenons notre cas d'usage. Donc là, cette fois-ci, on ne veut pas récupérer les contacts de la personne,
On veut que la personne se crée un compte. Comme ça, l'année prochaine, on pourra lui envoyer un petit mail pour se souvenir de notre site. Vous vous rappelez l'année dernière, vous avez envoyé des cartes de vœux avec nous et tout. Donc, on va demander à ce qu'il se crée un compte chez nous. Donc, on va ajouter un petit bouton. C'est pareil que O2. En fait, la personne va cliquer sur le bouton. On va faire une invocation. On va avoir une 302. La 302 va nous rediriger. Et on va filer un certain nombre de paramètres. Alors, il y a deux choses qui changent. Est-ce que vous les voyez? J'ai entendu scope. Effectivement, avant de demander les contacts, là, on demande deux choses. On demande OpenID et on demande Profile. C'est surtout OpenID qui nous intéresse là. OpenID, c'est dans la norme OpenID Connect, ça veut dire qu'on veut faire une authentification OpenID. Et Profile, ben voilà, je demande en plus d'avoir des informations complémentaires sur la personne en question. Vous pourrez demander email ou les contacts ou ce que vous voulez en fait. Donc ensuite, comme avant, on arrive sur le site de Google avec nos paramètres. On fait une authentification. Google crée un authorization code qui est lié avec notre client ID. On a les scopes précédemment notés qui sont stockés. Il nous redonne notre state et un code. Avec ça, on invoque sur le client. Et le client, à son tour, comme avant, pareil, à la différence près du scope, refait une invocation. Google vérifie que ça matche bien. Et puis, il nous donne un access token. Alors, comme on a demandé le scope OpenID, en plus, dans la même réponse, il nous donne ce qui s'appelle un ID token. Donc, un ID token, c'est un jeton qui définit la personne. Vous pouvez voir ça comme une... Alors, c'est souvent sous la forme d'un JSON, mais vous pouvez voir ça comme une clé ou un grand H, si vous voulez, qui définit la personne et qui prouve que la personne qui définit réellement la personne. Que la prochaine fois, donc quand la personne revient le lendemain, vous aurez le même ID token ou une partie du champ avec un identifiant dedans qui sera le même, ce qui vous permettra de faire la liaison plus tard quand la personne reviendra. Il est unique par rapport à une connexion à un site, c'est-à-dire il est unique dans la personne qui est chez Google, ou est-ce qu'il va changer pour chaque connexion? Il va être régénéré? Je pense qu'il est régénéré à chaque fois. Sinon en fait, un pirate pourrait créer légitimement une authentification, chercher à vous authentifier et utiliser cet ID token pour se faire passer pour vous. D'accord, donc il y a une part variable qui est concaténée en fait. Je pense, j'en suis pas absolument certain, mais je pense que oui. Donc on a stocké en session, comme on stockait l'access token, on stocke l'ID token. Donc là, j'ai mis un petit logo Google parce que c'est bien Google qui les a signés, ces éléments-là. Il n'y a que Google qui a pu générer ça. Donc en fait, vous avez un ID token dans votre serveur. Bon, vous pouvez choisir de le stocker en session ou pas, mais vous avez quelque chose ici qui n'a pas été généré par vous. C'est quelqu'un d'autre qui l'a généré et vous ne pouvez pas le modifier. Comme vous n'avez pas la clé privée, vous ne pouvez pas re-signer le jeton, donc voilà. Donc ensuite, on sait que la personne s'appelle John et puis on peut afficher par exemple « Bonjour John ». Donc tout ça, en fait, c'est OAuth2. Tout simplement. Donc voyons maintenant la partie API. La norme force l'exposition de cette URL, donc quelque chose, espérons en HTTPS, .wellknown/OpenID configuration. Ce chemin-là va définir le format de l'API OpenID Connect que vous allez utiliser. Donc là, je vous mets un exemple avec le OAuth2 de Azure. Là, Azure, il se trouve que dans leur PAF, ils mettent plusieurs éléments. En fait, chez Microsoft, vous pouvez être soit un particulier, soit un professionnel. Vous pouvez être les deux, et donc là on est dans Common, donc on est dans les deux. Ça peut être personnalisé en fait. Et donc si on regarde le détail, donc on ouvre cette URL là, et ça nous fournit un JSON qui ressemble à ça. Alors on ne va pas tout regarder parce que ça va être long et chiant. Je vais surtout focus sur certains éléments qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est l'Authorization Endpoint. C'est le serveur hôte de tout à l'heure, c'est-à-dire le serveur qu'on va adresser pour établir la communication pour récupérer le jeton. Le token endpoint, c'est également un endpoint qui permet de récupérer un jeton. C'est notamment ça que vous allez utiliser, par exemple, pour faire votre refresh, pour rafraîchir votre token. Token endpoint méthode supported, c'est la liste des méthodes
que vous pouvez utiliser pour faire votre authentification. Allez voir la doc, je ne pense pas que ce soit tout à fait normalisé. Vous avez plusieurs façons d'interagir avec le serveur. JWKS URI, ça c'est hyper important. Alors si l'Authorization Server vous fournit des JWT, ce qui est quasiment tout le temps le cas, bah c'est ici que vous allez retrouver les certificats publics qui ont servi à signer la clé. Forcément, vous allez utiliser ça, sinon ce n'est pas la sécurité que vous faites. Response Mode Supported, c'est pareil, c'est de la configuration. Vous pouvez choisir comme ce n'est pas vous qui codez le fonctionnement, la page d'authentification, suite à l'authentification, donc vous êtes sur le site de Google ou de Microsoft, la personne va cliquer sur « Oui, je veux retourner sur cardeveu.com où je donne les droits ». Ben là, il va se passer quelque chose et ce quelque chose-là, vous allez vouloir le changer. Donc vous allez peut-être le mettre dans une iframe ou peut-être demander un post, un HTTP post ou demander un appel en GET. Voilà, ça permet de configurer comment le serveur d'authentification va réagir suite au retour sur votre direct URI. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres choses. Le End Session Endpoint permet de forcer un logout sur le serveur d'authentification. C'est assez peu utilisé. Bon, pareil, de la configuration, la liste des scopes et des claims supported, donc ce que vous pouvez demander. Et enfin, le User Info Endpoint, vous pouvez demander des informations, on va dire, lisibles, en clair. Alors, c'est souvent formaté en JSON. Là, vous allez avoir quelque chose d'intelligible avec quelque chose qui est normé, avec donc un JSON avec, j'en sais rien, username ou family name, email address ou ce genre de choses directement à l'intérieur d'un JSON. Vous noterez que Microsoft apparemment a étendu le standard, donc il n'a pas l'air d'être cloisonné. Je n'ai jamais trop utilisé ça. Alors du coup, vous allez vous poser la question, lequel je dois utiliser entre les deux? Est-ce que je dois faire de l'OAuth ou est-ce que je dois faire de l'OpenID Connect? Si vous voulez faire de l'authentification, et seulement d'authentification, c'est-à-dire vérifier qu'une personne, toujours la même, se connecte chez vous, et donc en fait faire l'économie de la sécurité et de l'authentification, puisque ce n'est pas vous qui l'a faite, et de ne pas avoir à gérer d'user mot de passe, de ne pas avoir à gérer j'ai oublié mon mot de passe, tout ce genre de choses-là, vous allez vouloir faire de l'OpenID Connect. Si vous voulez faire de la délégation d'habilitation, c'est-à-dire aller demander des données à un fournisseur de données en le nom de quelqu'un, demander les contacts de Michel sur le serveur de Google en tant que vous, c'est de l'OAuth 2 dont vous allez avoir besoin. Alors en fait, en vrai, vous allez peut-être avoir besoin des deux. Souvent, en fait, vous allez sur un site et puis vous allez créer un compte avec, mettons, Google et puis vous allez aussi aller récupérer les contacts Google de la personne. Il faut aussi séparer les deux. Et en fait, ça devient un peu compliqué, mais vous pouvez faire une authentification Google et puis aller récupérer les contacts Facebook de la personne. C'est des choses qui sont prévues dans le protocole. Alors, on a encore un petit peu de temps. Déjà, est-ce que vous avez des questions Je n'ai pas compris comment, à un moment donné, quand le client communique avec l'authentification serveur, il y a un échange de mots de passe. Et à quel moment il y a eu un accord sur le mot de passe pour se connecter? Parce qu'en fait, ça a apparu comme ça sur... Alors, oui, c'est tuc. Et à quel moment, en fait, il y a eu transmission du password pour que... Celui-ci? Secret, quand il se communique, ça fonctionne. À quel moment, en fait Par un autre canal de communication. En fait, il y a de fortes chances que le site cardeveu.com, le webmaster ou l'administrateur a été sur une page d'enregistrement de Google à un certain temps et il s'est enregistré. Potentiellement, ça peut aller jusqu'à justifier de son identité. France Connect, par exemple, c'est de l'OAuth. On a besoin de justifier réellement de son identité. N'importe qui ne peut pas aller fouiller dans les données de tout à chacun. Cardeveu.com soit préenregistré sur Google avant de initier du service. Exactement. Précédemment, il y a eu un échange qui a été fait. Une seule fois. Donc ce password-là, il reste vraiment à connaissance de Cardeveu. Ah bah oui. Est-ce que quelque chose qui est plus sur Google, mais on ne sait pas où c'est, ce mot de passe-là, il peut être... Tout à fait. Après, s'il est perdu, il permet, ou s'il est diffusé, il permet que
de demander des jetons suite aux authorization codes qu'on aurait pu intercepter. Bon, il ne faut pas le donner à tout le monde, mais ça nécessite quand même beaucoup de travail pour pouvoir l'exploiter, en fait, ce mot de passe. Et il circule en HTTPS lorsqu'il est passé. D'autres questions? J'ai pas compris le lien en fait, entre l'OpenID et le fait qu'on puisse récupérer des informations de contact de différents sites, type Facebook ou Google, mais en utilisant quelque chose de normé. J'ai pas vu le lien en fait. Alors, je ne comprends pas tout à fait la question. Par exemple, si on veut récupérer des contacts, mais on s'en fout du site, quoi. Enfin, que ce soit Google ou Facebook, est-ce qu'il y a une norme qui permet de dire les contacts, quel que soit le site, c'est toujours la même URL? Ah, alors, ça, c'est pas vrai. Alors, sauf s'il y a une norme ou comment dire, les différents fournisseurs de données se sont mis d'accord sur une API générale. La norme, ce qu'elle permet, c'est d'obtenir un jeton d'accès pour aller invoquer une API, quelle qu'elle soit. Mais ça ne norme pas le format de l'API en question. Sauf dans le cas d'OpenID Connect, où là, en l'occurrence, en fait, on a normé l'API qui permet de récupérer des informations de compte, le nom, le prénom de la personne et les différents endpoints que l'on peut adresser à l'aide du well-known. En fait, l'URL, cette URL-là, par exemple, machin truc v2/authorize. Elle est commune à tous les sites, quoi. Enfin, c'est une implémentation respectée. Alors, elle n'est pas commune à tous les sites. Par contre, ce champ-là, oui. Voilà. Donc, en fait, votre client OAuth que vous allez implémenter en Spring Security, en Node.js, ce que vous voulez, en fait, va aller lire le well-known. Alors, soit il va le lire, soit c'est vous qui lui dites, voilà, et va aller lire ce truc-là et saura que c'est ce endpoint-là qu'il va devoir adresser. Donc ce endpoint-là est normé. Par contre, effectivement, les autres, la norme ne norme, le protocole OAuth2 ne norme pas le format des contacts, par exemple. Okay. D'autres questions? Alors, j'ai un petit bonus. On veut intégrer OAuth2 sur notre application. Donc, si on a une application mono-nœud avec juste de l'OAuth2, c'est assez facile. Si on a une application mono-nœud avec de l'OpenID Connect, c'est assez facile aussi. Si on a une application multi-nœud avec de l'OAuth2, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'access token, vous allez peut-être avoir envie de le partager entre vos différents nœuds. Donc, vous allez sans doute devoir mettre une session partagée entre vos différents nœuds. Si vous voulez faire de l'authentification OpenID Connect avec du multi-nœud, là, vous allez devoir réfléchir un petit peu sur la méthode que vous allez utiliser pour identifier la personne. Est-ce que vous allez utiliser l'ID token ou est-ce que vous allez utiliser une session? Je détaille ça juste après. Enfin, si vous voulez faire le tout, de l'OAuth2, de l'OpenID Connect, tout en étant multi-nœud, là, il va falloir sortir le binocle, le monocle, parce que en fait, vous allez avoir toutes les questions qui vont se poser. Est-ce que je fais de la session? Est-ce que je fais de l'ID token? Et surtout, en fait, vous allez commencer à vous mélanger les pinceaux entre le fournisseur de données OAuth2 OpenID Connect, le fournisseur de données OpenID Connect que vous allez pouvoir adresser. Donc là, rapport à l'exemple que je donnais tout à l'heure entre pouvoir s'authentifier avec Google et aller chercher les contacts Facebook, il ne faut pas se mélanger les pinceaux entre les différents access tokens, entre celui de Google, celui de Facebook et peut-être d'autres encore que vous allez utiliser. Alors, quelle est la différence entre de l'ID token et de la session? Grosso modo, un ID token, vous allez pouvoir faire quelque chose qui ressemble à ça. Je dis ressemble parce que ça va dépendre du framework que vous allez utiliser, de l'implémentation que le framework en aura fait. Ce ne sera peut-être pas forcément un ID token, ce sera peut-être un access token. Bon. Grosso modo, vous allez avoir un token qui va être stocké dans votre client. Et ce token, vous allez l'envoyer en permanence à chaque invocation que vous allez faire au serveur à l'aide du header HTTP Authorization. En session, bon, on n'est pas obligé de faire du cookie quand on fait de la session. C'est souvent le cas. Là, en fait, on n'a pas à se trimballer le token. C'est-à-dire qu'en fait, le client n'a même pas connaissance de l'existence d'un token. Et on va plutôt utiliser les mécanismes, on va dire, conventionnels de session.
Alors si on fait de l'ID token, on a un premier problème, c'est qu'il n'y a que l'Authorization Server qui peut générer ce token. Donc là, on est coincé. Si on veut rajouter un truc en plus, genre on sait que la personne s'appelle Michel, mais on voudrait en plus mettre son âge parce qu'il l'a renseigné chez nous, en fait, on aimerait bien pouvoir le stocker, on va dire, dans la session, même si là, il n'y a pas de session, mais on aimerait bien pouvoir le stocker dans le token, mais en fait, on ne va pas pouvoir, parce qu'en fait, ce token a été signé par Google, a été signé par l'Authorization Server, et il n'y a que lui qui a la clé, et donc on est coincé. Par contre, là, c'est vachement bien, vous n'avez pas de session à gérer. Donc ça, c'est quand même une sacrée économie, parce que quand vous êtes dans du multi-nœud, ça peut être vachement compliqué de devoir gérer une session. Ah bah si, en fait, si. Il faut quand même gérer une espèce de session, parce qu'en fait, généralement, l'ID token, il a une durée de vie limitée, et vous allez devoir gérer le refresh token lié à l'ID token, ou l'access token en question, pour pouvoir le régénérer à la demande. Donc en fait, vous allez quand même devoir avoir une espèce de mémoire partagée si vous êtes en multi-nœud pour faire la liaison entre les deux éléments. Si vous faites une session, on doit gérer une session. Et voilà, donc c'est bête à dire, mais encore une fois, si on est en multi-nœud, ça peut être assez lourd et goulot d'étranglement sur les différentes invocations dessus. Par contre, on est maître de la durée de vie. En fait, c'est nous qui définissons la durée de vie de la session. On peut la rafraîchir à notre volonté. On est maître là-dessus. Et on peut stocker des trucs en plus dans notre session. Voilà. Donc en fait, on a le choix entre ces deux possibilités-là. En fait, on a un troisième choix qui s'offre à nous, où en fait, on peut faire du multi-nœud, de l'OpenID Connect, pas de session, sauf que ce n'est pas encore normé complètement, c'est pas fini. C'est encore en draft. Ça s'appelle le draft Token Exchange. Donc il y a deux, je vais pas trop rentrer dans les détails, il y a deux notions dans ce draft-là. Le fait de pouvoir agir en tant que, c'est-à-dire qu'en fait, votre collègue est parti en vacances, votre collègue a des droits, et en fait, il a dit que vous pouvez agir en tant que lui, et donc hériter de ses droits. Donc en fait, vous allez pouvoir échanger votre token, enfin plutôt son token contre le vôtre et donc hériter de ses droits. Et le deuxième aspect, c'est transformer un ID token en un access token qui nous est propre. Et donc ça, je vais le détailler. Je ne refais pas tout, parce que maintenant vous le connaissez. On a le serveur d'authentification qui nous donne un ID token signé par Google. Et donc nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer, donc là j'ai mis une enveloppe en tant que Kikoun de l'application, on va générer notre propre access token, à nous. C'est le nôtre, avec notre... C'est très facile de créer un JWT, et on crée un certificat, on crée notre clé privée, notre clé publique, et donc on crée nous-mêmes, en fait, notre access token à partir des informations fournies par l'ID token. Et du coup, comme c'est nous qui créons ce jeton, en fait, on peut y mettre ce qu'on veut. Ce jeton est ensuite envoyé à l'applicatif, et en fait, il va être utilisé pour faire des différentes invocations. Et donc en fait là, notre serveur carte-de-vœux.com va agir aussi en tant que ressource serveur. Et donc là, en fait, on va avoir deux notions, deux implémentations de sécurité sur notre serveur. On va avoir de l'authentification avec de l'OpenID Connect que l'on va transformer en access token pour nous-mêmes. Et en fait, on va agir aussi en tant que ressource serveur avec le jeton qu'on aura généré précédemment. Donc c'est un peu tricky et il ne faut pas se mélanger les pinceaux, mais en fait c'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui est en cours de normalisation. J'ai terminé. Si vous avez d'autres questions.